Addiction Rébellion, épisode 13. Garde à l'esprit que la seule façon sûre de ne jamais devenir accro à quelque chose, c'est de ne pas commencer, et que la seule façon sûre de ne jamais replonger, c'est de ne pas recommencer. Cette phrase, nous l'expliquons petit à petit. Salut à toi, c'est Sophie. Aujourd'hui, c'est lundi. Bienvenue dans l'épisode 13 de Addiction Rébellion, un podcast pour faire le point sur tout ce qu'il faut savoir avant de commencer un sevrage. Ce podcast est un partage citoyen, un retour d'expérience sur un vécu assez dense, et il ne se substitue en aucun cas à une prise en charge médicale. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast et que tu tombes par hasard sur l'épisode d'aujourd'hui, je te conseille d'arrêter ton écoute maintenant et de recommencer par le premier épisode qui s'appelle Addiction Rébellion pour commencer. Je te mets le lien vers cet épisode sous l'audio. Les épisodes 1 à 12 abordent des notions qui permettent de comprendre l'épisode d'aujourd'hui. Et puis dans le premier épisode, je t'explique qui je suis et pourquoi je me permets de te parler d'addiction. Alors rendez-vous à l'épisode numéro 1 et bienvenue à la case départ. Si tu n'es pas nouveau et que tu suis la progression depuis le début, je suppose que tu n'as pas l'idée à ce stade d'arrêter l'écoute et que tu comptes bien aller jusqu'au dernier épisode de la playlist. Et c'est une excellente décision, car ça t'évitera de louper les derniers trucs importants pour vivre une abstinence durable et sereine. Aujourd'hui, je vais te parler de 2 trucs importants qui sont liés. Le cas particulier du sucre et la reconnexion à ton cerveau lointain. J'ai décidé de consacrer un épisode entier au sucre parce qu'il est un cas particulier dans les conduites addictives. Et puisque je vais te parler de polyaddiction dans le prochain épisode, je vais t'apporter dès maintenant quelques informations sur lesquelles tu vas pouvoir réfléchir. Si tu as bonne mémoire, dans l'épisode 3, nous avons vu que quand tu fumes du tabac, tu consommes du sucre. Tu te souviens peut-être que c'est le couplage inhalé du mélange sucre-nicotine qui rend le tabac si addictif. Eh ben ça ne s'arrête pas là. Le liquide de ta vapoteuse contient un mélange de produits au goût sucré par un édulcorant, comme par exemple le sucralose, qui excite tes récepteurs dopaminergiques autant que le ferait du glucose ou du saccharose. Le mélange nicotine-édulcorant produit donc les mêmes effets addictifs que la cigarette. Quand tu bois de l'alcool, certaines réactions dans ton corps sont similaires aux réactions causées par la consommation du sucre. Alors n'en parlons pas si tu bois des cocktails au sirop, aux fruits, au caramel, au sucre, etc. La cocaïne, quant à elle, est coupée avec du sucre ou des agents sucrants, entre autres produits de coupe évidemment. Le cannabis te donne des fringales de sucre. Les boissons énergisantes et les sodas sont des bombes de sucre. Et tu sucres peut-être ton café. L'ecstasy, la MDMA et autres amphétamines contiennent du sucre, en plus de la caféine, du paracétamol et d'autres produits de coupe pas très sympas. Et enfin, l'héroïne contient du sucre. Tu te demandes pourquoi ? Le sucre est une substance psychoactive, c'est-à-dire qu'il y a une différence de comportement entre avant et après la consommation. Il n'y a qu'à regarder dans quel état le sucre met les très jeunes enfants. Tu les sors de la sieste avec des épis, la marque des draps et les pommettes toutes rouges. Ils sont tout calmes, tout tranquilles, tout choupidous. Et tu leur donnes un verre de jus de pomme, une pomme et une gaufre au miel. Et 4 minutes plus tard, tu ne t'entends plus mâcher ta tartine. Ils hurlent, ils courent, ils sautent, ils se battent, ils jettent les jouets. On dirait qu'ils ont pris du speed. Et cette scène, c'est du vécu, hein. Le sucre, c'est non seulement une substance psychoactive qui active tes réponses dopaminergiques, ce qui en fait le complice idéal pour maximiser n'importe quelle drogue, mais c'est aussi une substance addictive en elle-même. Et c'est sans doute pour ça que tu vas en trouver dans ta mayonnaise en bocal, dans ton saucisson ou dans ton taboulé bio tout près. Pour l'anecdote, j'ai un ami éleveur bio qui s'est rendu compte récemment que le boucher qui transforme sa viande glisse du sucre de canne bio dans ses saucisses. Et quand il lui a demandé la raison de cet ajout, l'artisan, parfaitement sincère, lui a répondu que c'était l'ingrédient doudou. Bref, tu vois ce que je veux dire. Le sucre, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on sait que la quasi-totalité de nos maladies métaboliques sont liées à un dérèglement de notre microbiote intestinal, dont je te reparlerai peut-être un jour si ça t'intéresse. Et que la dérégulation de notre précieux microbiote, qui est la base de notre santé, est causée par les pesticides, les antibiotiques, là-dessus je suppose que je ne t'apprends rien du tout, les drogues, en particulier le tabac et l'alcool, puisque légales, ce sont les drogues les plus consommées dans le monde, et par le sucre. Or, le sucre, ce n'est pas seulement un produit nocif, c'est un produit économique et hyper addictif. Et tu vas en trouver partout. Partout. Même dans une tranche de jambon bio, tu vas trouver du sucre. On en est là. Quand tu essaies de faire gaffe, tu as intérêt à apprendre à lire les étiquettes. Ce qui est étonnant dans tout ça, c'est qu'on sait aussi que le sucre ne nous apporte rien. Pas de vitamines, pas d'oligo-éléments, pas de minéraux, pas de protéines, rien.
c'est juste calorique et addictif. Malgré tout, dans la culture collective, circule encore la croyance qu'il faut un petit peu de sucre pour être en bonne santé, ce qui est complètement, totalement, absolument et fondamentalement faux. L'humain peut vivre en parfaite santé avec 0 molécule de sucre, et il vit d'ailleurs infiniment mieux. Enfin, quand tu regardes les vertus culinaires du sucre, alors on va te raconter que c'est un exhausteur de goût, un conservateur, que ça rectifie l'acidité ou le goût pas terrible des plats préparés en usine, et voilà pourquoi tu trouves du sucre, du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du dextrose de blé dans ton bocal stérilisé de cassoulet. Alors le sujet est polémique, hein. Il y a des sonneurs d'alerte qui réclament des normes et des réglementations. Mais en fait c'est compliqué. Comme l'industrie du tabac, l'industrie agroalimentaire non plus n'a pas très envie de baisser les taux de son super-héros de l'appétence. D'ailleurs, ceux qui tirent la sonnette d'alarme aujourd'hui font encore figure de bouffons. Ils sont dans la même situation que ceux qui ont été ridiculisés quand ils ont commencé à signaler le rôle du tabac dans le développement des cancers et des maladies cardiovasculaires. Au début, on les a qualifiés de fous alarmistes. Pendant 30 ans. Mais qui sait, un jour peut-être. Alors maintenant, je vais me permettre de me décaler légèrement du sujet des addictions pour te parler d'une maladie encore peu connue, dont certains symptômes ressemblent comme 2 gouttes d'eau à ceux qu'on observe chez les addicts au sucre. Je parle de la prolifération du Candida albicans. Le Candida albicans, c'est une levure présente dans notre microbiote intestinal. Les experts pensent que cette levure est présente naturellement en nous, mais qu'elle doit être présente dans une proportion raisonnable au sein d'un microbiote équilibré. Toutefois, cette levure se nourrit de sucre, et un déséquilibre se crée facilement. Il entraîne des conséquences sévères. La consommation de sucre en excès crée les conditions de la prolifération du Candida albicans. La petite énigme, c'est que veut-on dire quand on parle de consommation en excès ? C'est quoi l'excès ? Quand on sait que le sucre ne nous sert à rien du tout. Mystère. Lorsque le Candida pullule, il colonise notre microbiote. Et non seulement il prend la place de micro-organismes dont nous aurions besoin pour notre santé, mais il réclame littéralement du sucre, puisqu'il s'en nourrit. Alors il déclenche des hypoglycémies en pompant dans le sang, ce qui provoque des compulsions sucrées ou cravings de sucre. Et s'il n'est pas assez nourri, il va même jusqu'à perforer les vaisseaux sanguins pour y puiser le sucre dont il se nourrit. L'hôte qui l'abrite, c'est-à-dire toi, se retrouve avec des envies irrésistibles de sucre et il ne comprend pas d'où cela vient. Sa santé se dégrade, des symptômes d'inconfort et de mal-être se multiplient et il ne parvient pas à s'empêcher de manger du sucre. L'infection au Candida albicans s'accompagne de nombreux symptômes très désagréables et l'on retrouve certains de ces symptômes chez l'addict au sucre aussi. C'est pourquoi il est difficile de faire la part des choses, d'autant que les techniques d'analyse dont les laboratoires disposent aujourd'hui ne permettent pas de doser précisément le degré de colonisation du Candida. Faute d'études et de chiffres précis pour élaborer des protocoles qui mettraient tout le monde d'accord, chacun tâtonne. Et finalement, c'est l'expérience du malade seul qui va déterminer si son état s'améliore grâce à une éviction sévère de tout aliment glycémiant. Je te conseille de te renseigner soigneusement si tu veux découvrir l'alimentation anti-Candida. N'hésite pas à consulter un médecin micronutritionniste, ou un pharmacien micronutritionniste, ou encore un médecin nutritionniste, un naturopathe, une diététicienne formée à cette problématique. En effet, la seule façon de retrouver la santé et de se débarrasser du Candida albicans lorsqu'il prolifère, c'est de cesser de le nourrir et de rectifier le terrain acide dans lequel il se multiplie. Mais ce n'est pas facile. Ça déclenche des symptômes, c'est long, c'est un combat difficile. Mais ça marche, hein. Tout compte fait, comme c'est ce que tu vas commencer à faire en mettant fin à ton addiction au sucre, je trouvais qu'il était intéressant de rapprocher cette maladie du microbiote et l'addiction. Dans un cas comme dans l'autre, l'éviction du sucre, bien accompagnée, améliore l'état de santé global de la personne. Mais bon, je m'éloigne du sujet de cet épisode, qui n'est pas de faire passer la planète entière au 0 sucre, hein, soyons réalistes, mais de regarder à la loupe un point très important qui concerne cette addiction-là en particulier, et qui va me permettre d'introduire des astuces de sevrage, quelle que soit ton addiction. Le cas particulier du sucre. Le petit truc que le sucre ne partage avec aucune autre addiction, c'est que le sucre est la seule substance addictive qu'un être humain rencontre avant l'âge de 18 mois. Et encore là, je te parle de sucre ajouté. Mais on préconise la banane écrasée et la compote de pommes, qui sont naturellement super sucrées, à partir de 4 mois. Cette rencontre avec une substance ultra addictive a lieu à un âge où ton cortex préfrontal n'est pas encore relié au reste de ton cerveau. Ton cortex préfrontal, c'est la partie de ton cerveau avec laquelle tu réfléchis, tu analyses, tu prends des décisions, tu fais des choix, tu changes d'option, tu changes d'avis, tu décides de ne pas faire ceci ou de ne pas faire cela. À cette époque de ta vie, ton système nerveux est déjà complet et opérationnel. C'est vraiment incroyable et fascinant, le corps humain. Mais il n'est pas encore très mûr.
Ton microbiote intestinal, quant à lui, est en pleine construction et la rencontre avec le sucre va le perturber durablement. Que tu sois sévèrement ou modérément addict au sucre, tu as rencontré ce produit à un âge où ton cortex préfrontal n'était pas relié au reste de ton cerveau. À un âge où tous tes apprentissages s'automatisaient par la répétition, mais pas par ta conscience réfléchie. Le tout petit n'apprend pas en mémorisant avec des mots, il apprend en mémorisant par la répétition des gestes. Et il apprend dans son corps. La mémoire de ton premier shoot dopaminergique de sucre est gravée dans ce que j'appelle ici ton cerveau lointain. C'est-à-dire ton cerveau d'il y a longtemps, ton système nerveux et cérébral tout jeune, immature et quasiment vierge. Alors l'expression « cerveau lointain » n'est pas un terme scientifique, c'est une expression rhétorique. Je dis ça pour que tu comprennes de quoi je parle. Mais en neurosciences, ça n'a pas de nom, que je sache. Moi, j'utilise cette expression pour être plus clair. Voilà, sache-le. Alors tu te demandes peut-être ce que ça change, que la mémoire de ton premier shoot dopaminergique de sucre soit gravée dans ton cerveau lointain. Eh bien, je reviens maintenant sur ce petit détail dont j'avais promis de te parler dans les épisodes sur le sevrage. On a vu que lorsque tu vis le manque, lors de ton sevrage, ton cerveau des addictions vient te chercher en te mettant des pensées et des tentations en tête, avec des paroles, avec des phrases. Mais parfois, cette obsession, cette espèce d'impulsion qui s'installe et qui ne te lâche pas, elle a lieu sans parole. Tu vois ce que c'est ? Ce moment où t'as l'air débranché de toi-même. Tu te retrouves à acheter des gâteaux et à les manger en n'ayant pas réussi à te parler pour te ramener au calme. En n'ayant pas réussi, limite même pas pensé à prendre une autre décision. La marionnette. Tu vois ou pas ? Moi j'appelle ça la pulsion sans parole. Je pense que ça vient de ton cerveau lointain. Pour que tu comprennes ce qui se passe, je vais te raconter une anecdote qui n'a rien à voir avec les addictions, mais qui décrit bien comment notre cerveau peut court-circuiter le cortex préfrontal. Comme je te le disais tout à l'heure, le cortex préfrontal, c'est la partie de notre cerveau avec laquelle on réfléchit, on analyse, on prend des décisions, on fait des choix. Mais parfois, et c'est d'ailleurs le cas avec l'addiction, notre cerveau lance des ordres sans passer par lui. Un jour, j'ai failli prendre la foudre. J'étais dehors, sous un ciel d'orage, en pleine contemplation, parce que j'adore l'orage, et tout à coup, je suis partie en courant. J'ai gravi les 4 marches d'escalier qui menaient chez moi, je me suis retournée, et la foudre est tombée là où je me tenais juste avant, mais genre à 3 mètres, dans un fracas qui m'a déchiré les oreilles et qui m'a fait trembler toute la cage thoracique, le truc hallucinant. Et puis je suis rentrée me faire à manger, et au bout d'1 heure, j'ai pris conscience que j'avais failli prendre la foudre. À ce moment-là, j'ai ressenti un vieux shoot d'adrénaline, le cœur qui s'emballe et tout, un peu comme quand tu loupes une marche, et ça m'a fait flipper a posteriori. En fait, il m'a fallu 1 heure pour que l'information « Oups, j'ai failli prendre la foudre » atteigne mon cortex préfrontal, prenne sens, que je puisse y penser et le raconter. Et sentir l'émotion qui va avec. Mais quand j'étais dehors, je n'ai pensé à rien. J'étais debout, j'ai senti. Alors avec le recul, je sais le décrire, mais sur l'instant, je ne l'ai pas conscientisé, le truc. J'ai senti comme un picotement, un vertige, une espèce de sensation bizarre, mais ça n'a duré qu'une micro-fraction de seconde. Et j'ai sprinté. Je n'ai pas eu le temps d'avoir des mots dans ma tête ou de penser « cours », ni de me dire « tiens, c'est curieux cette sensation, c'est bizarre, ça picote, on dirait que ça vibre. Est-ce que je serais-il pas dans le couloir de la foudre par hasard ? Mais mon Dieu, je vais être électrocutée. Et si je courais ?» S'il avait fallu confier l'analyse du danger à mon cortex préfrontal, je serais morte électrocutée. Je n'ai pensé à rien, mon corps s'est mis à courir tout seul. En d'autres termes, c'est mon tronc cérébral qui m'a sauvé la vie. C'est une expérience intense, Et ça, c'est un exemple du cerveau qui donne des ordres sans passer par le cortex préfrontal. À cet instant, j'ai agi comme une marionnette. Nous avons vu dans les épisodes 6 et 7 que le circuit qui se déclenche en activant ta dopamine et qui te pousse à compulser engage une très grande partie de ton cerveau. Et pourtant, il court-circuite ton cerveau préfrontal. Et c'est embêtant parce que c'est la zone de ton cerveau qui réfléchit et qui choisit de ne pas faire ça ou de s'arrêter dans son élan. C'est à cause de ce court-circuit ou de ce raccourci que l'addict se retrouve à consommer contre sa volonté. Dans le cas de l'addiction au sucre, tu fais face à un problème un peu plus épais encore. Au moment où tu as fait l'expérience du sucre pour la première fois qu'on t'en a mis dans la bouche, tu n'avais pas les liens dans ton cerveau pour pouvoir réfléchir à cette rencontre. Ton cortex préfrontal existait, et il était déjà hyper performant, mais il n'était pas encore bien relié au reste de ton cerveau. Je ne sais pas si je suis assez claire. Est-ce que, à part l'addiction au sucre, tu as déjà vécu la sensation qu'il n'y a pas les liens dont tu as besoin dans ton cerveau ? J'ai vécu un truc un peu comme ça et je te le raconte. J'ai étudié l'espagnol et j'ai vécu en Espagne. 1 an ou 2 après cette expérience, en France, je suis en train de traduire en espagnol un texte français et j'ai besoin du mot balai en espagnol. Je cherche le mot balai dans ma tête, mais j'arrive pas à le trouver.
Pourtant, je sais que je le connais parce que je passais le ballet en Espagne aussi, et que je sais que je connais ce mot. Mais impossible de le retrouver. Ce n'est pas que je ne m'en souviens pas bien, je ne l'ai même pas sur le bout de la langue. Je sais que je connais le mot, mais je sens que je n'ai pas l'accès. Finalement, j'ai été obligée de me remettre en mémoire un moment où je passais le ballet en Espagne, et il a fallu que je me mette à penser à tout ce contexte en espagnol pour que le mot surgisse. Ce qui s'est passé dans mon cerveau, c'est que quand j'ai appris ce mot, je vivais en Espagne. Je parlais espagnol, je pensais en espagnol, je rêvais en espagnol. J'avais déconnecté la langue française de ma vie quotidienne parce que là-bas, je n'en avais pas besoin. Et je n'ai pas fait l'effort de traduire le mot cepillo, qui veut dire balai, en français. J'ai mémorisé ce mot uniquement en espagnol, sans créer de chemin dans la partie de mon cerveau qui s'occupe de passer d'une langue à l'autre. Si bien que le jour où je le cherchais en partant du français, mais j'avais pas le chemin. J'ai dû le créer. Je trouve que ça ressemble un peu à ça, quand les parties du cerveau sont débranchées les unes des autres. C'est un genre de truc comme ça qui a l'air de se passer avec la mémoire dopaminergique hyper ancienne de ton premier shoot de sucre. Tu n'as pas créé de circuit vers ton cerveau qui analyse et qui choisit, parce qu'à cette époque, ce n'était pas possible. À cet âge, tu n'avais que la possibilité de mémoriser l'expérience dans ton corps et dans ta physiologie, sans conscience. Les études sont nombreuses qui montrent que plus tu commences à consommer tôt, plus tu auras du mal à t'arrêter. Et plus tu commences à consommer tard, moins ce sera difficile. Et c'est pour ça qu'on essaye d'interdire l'accès aux substances addictives aux mineurs. Si tu commences à consommer un produit quand ton cortex préfrontal est mature, tu as plus de chances de te sevrer en passant par la réflexion, par la persuasion. Parce que tu as rencontré la substance à un âge où tu mettais du langage et de la conscience sur tes expériences. C'est beaucoup plus difficile si tu as commencé très jeune. Si on t'a donné du sucre avant l'âge de 18 mois, tu as mémorisé le shoot dopaminergique à un moment de ta vie où tu ne pouvais pas engager ton cortex pour traiter cette expérience. C'est pour ça que c'est plus compliqué de reparamétrer tes circuits. Et surtout, c'est pour ça que c'est très compliqué de le faire en passant seulement par la réflexion, la volonté, le langage, l'inhibition et toutes les grandes fonctions de ton cortex. C'est à se demander d'ailleurs si l'addiction au sucre ne serait finalement pas l'addiction racine à toutes les autres. Bon, je lance la question, moi j'ai pas du tout les outils pour y répondre. En tout cas, si tu veux te sevrer du sucre, ou d'une drogue que tu as commencé à fréquenter très jeune, comme le smartphone, l'écran, le grignotage, parfois malheureusement l'alcool ou le tabac, il faut que tu connectes cette pulsion sans parole qui t'aiguillonne avec ton cerveau qui pense. Il faut que tu rebranches ces circuits entre eux. Il faut que tu mettes des paroles et de la réflexion dessus. Pour cela, il y a une donnée dont tu peux te servir, comme un pont entre deux continents séparés. C'est le facteur temps. Je m'explique. Ton cerveau lointain fonctionne de façon non linéaire, c'est-à-dire sans conscience du temps. Il fonctionnait comme ça quand tu étais un tout petit bébé, et il fonctionne encore comme ça. C'est une structure de ton cerveau qui fonctionne comme si seul l'instant présent existait. Est-ce que tu sens de quoi je parle ? Tu peux peut-être saisir de quoi je parle en te rappelant comment tu agis sous le coup de la pulsion. Au moment où tu compulses, le temps semble s'arrêter. Les étapes s'enchaînent les unes après les autres sans qu'elles s'inscrivent dans une prise de conscience temporelle. Il y a l'appel, puis l'élaboration de la stratégie, la recherche de produits et enfin la compulsion. Et tout ça se fait comme dans un état second, flottant. Tu vois ou pas ? Le temps comme notion semble disparaître de tes perceptions. Ton cortex préfrontal, lui, élabore la notion du temps via le langage. Il mémorise le temps qui passe, il le conscientise, on pourrait même dire qu'il le ressent. Mais comme il est court-circuité au moment de la pulsion, ce travail d'élaboration du temps ne se met pas en route. Alors pour recréer des connexions entre ton cerveau lointain et ton cerveau qui pense, pour rebrancher ton cerveau qui réfléchit et tes très anciens schémas compulsifs, tu peux faire un petit exercice. Quand tu n'es ni en manque ni en pleine compulsion, à un moment où tu es à peu près au calme, dessine une petite frise chronologique qui raconte l'histoire de ton addiction. J'ai commencé à consommer à telle date dans ma vie, j'avais tel âge, puis ensuite il y a eu ça, puis à tel âge j'étais dans tel type de conso, j'ai rencontré machin qui m'a offert ça, j'ai essayé d'arrêter à telle date, puis j'ai rechuté telle et telle fois à tel moment. Tu vois ce que je veux dire ? Dessine-toi une frise temporelle de ton histoire d'addict, parce que ça va remettre du temps réfléchi sur ton histoire, et ça va construire des trajets. En plus de cette frise, tu peux aussi dessiner une mini-frise temporelle de ce qui se passe en toi quand tu compulses. Dessine le tracé de la compulsion, suivi du soulagement, suivi de la descente, puis le retour du manque, puis de l'appel, de l'obsession, la stratégie de recherche, la compulsion, etc. Est-ce que tu es capable de repérer quelles sont tes pensées à chaque moment, tes émotions, tes actes ? Essaie de les noter sur ta mini-frise pour les inscrire sur une échelle de temps. Cet exercice va t'aider à tisser des liens entre ton cerveau lointain et ton cortex qui fait des choix. Alors, micro-parenthèse.
Si ta mère buvait de l'alcool quand elle t'attendait, ou quand elle t'allaitait, tu as rencontré l'alcool avant la maturation de ton cerveau. Si ta mère fumait de la nicotine ou du cannabis quand elle t'attendait, quand elle t'allaitait, si tes parents fumaient dans ton environnement quand tu étais un bébé, tu as rencontré la nicotine ou le cannabis avant la maturation de ton cortex préfrontal. Heureusement, dans un dosage extrêmement inférieur au fait de fumer activement une cigarette ou un joint avec tes poumons, ou de boire un whisky, bien sûr. Mais il y a des connexions en toi, elles sont établies. Alors attention, je ne dis pas ça pour faire culpabiliser des parents. Ce n'est vraiment pas le but. Tu peux oublier ça tout de suite. Je ne suis pas là pour culpabiliser un addict. Il n'y a pas d'addict coupable. Il n'y a que des produits problématiques. En plus, regarde autour de toi. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous en sommes tous là. Ce n'est pas de la faute des individus au final. Je te le signale juste pour introduire une astuce de sevrage. C'est important de connaître son histoire d'addict. Nous devenons rarement addicts complètement par hasard. Tu es peut-être devenu addict à une substance complètement étrangère à ton cercle familial, bien sûr, c'est tout à fait possible. Ça l'est ne serait-ce que parce qu'avec les addictions, tous les cas de figure sont possibles. Mais souvent, il y a au moins 2 addicts pour en créer un 3e. En l'occurrence, toi. Il y a l'addict qui t'a fait rencontrer le produit, un proche par exemple, qui fumait, qui buvait, qui grignotait, qui ruminait, qui jouait, qui fumait du cannabis, que sais-je. Et un autre addict, plus tard, quand t'étais plus grand, qui un jour t'a proposé cette substance. Par exemple, il t'a proposé une cigarette ou il t'a commandé un verre d'alcool. La substance, tu la connaissais déjà, tu y étais déjà accoutumé, de façon passive. Et les connexions étaient déjà prêtes à fonctionner. Idéalement, c'est à cet instant qu'il faudrait savoir dire non. Le premier addict qui t'a fait rencontrer la substance et celui qui t'en a offert sont à inscrire sur ta frise chronologique. Alors cet exercice n'est pas là pour dénoncer des gens. Tu fais juste des liens de ton histoire, des liens de sens et de temps entre ton cerveau lointain et ton cerveau qui choisit, afin de renforcer les connexions entre eux. Maintenant, je vais te parler méthode. Si tu as rencontré précocement une substance addictive, mais aussi si tu galères en cours de sevrage, si le recadrage abordé dans les épisodes 10 et 11 te semble insuffisant, voici ce que tu peux faire. Pour comprendre cette astuce, visualise mentalement un nourrisson qui pleure dans son berceau. Normalement, dans un entourage bienveillant, une personne vient le chercher et le prend dans ses bras. Et normalement, sauf problème bizarre comme une douleur, l'enfant se calme très vite. Visualise bien le geste que fait la grande personne quand elle prend le bébé dans ses bras et qu'elle le colle contre elle. D'abord, elle le change de posture. Il était couché, le voilà à la verticale. Avec ses 2 grandes mains d'adulte, même des petites mains de petite femme, avec ses 2 grandes mains d'adulte, elle entoure la cage thoracique du petit, tout autour des côtes, le bout de ses doigts sur la colonne, la nuque et la base du crâne. Tu sais, pour tenir la tête, parce qu'au début elle est trop lourde et que le bébé il peut pas porter sa tête tout seul. Eh bien, en faisant ça, avec ses mains, elle stimule les 31 paires de nerfs qui partent du tronc cérébral et qui se déploient dans la colonne et dans le thorax. De ses mains, elle entoure presque complètement le système nerveux de l'enfant. Quand elle le place contre elle, enfermé dans ses bras, avec le front et une partie du visage en contact avec son corps d'adulte, l'enfant est complètement contenu dans ce contact. Cet ensemble de gestes active le système nerveux parasympathique. C'est l'ensemble des circuits de ton système nerveux qui te calme. En langage nerveux, sans les paroles, ça veut dire « tout va bien, tu es en sécurité, calme-toi, c'est ok, tout va bien, je suis là, tu n'es pas tout seul, je m'occupe de toi, c'est fini, tout va bien ». C'est pour ça que l'enfant se calme. En même temps, l'adulte bienveillant prononce ces phrases. Et peu à peu, l'enfant mémorisera, il associera l'état de retour au calme et les phrases qui vont avec. Mais pour l'instant, il ne mémorise pas les mots. Il ne mémorise qu'avec son corps, son système nerveux et son cerveau lointain. Donc quand toi, tu montes en pression parce que tu ressens une obsession pour le sucre, ou pour une autre drogue très ancienne dans ta vie, ou un comportement addictif, il faut que tu calmes ton corps pour ramener le calme en toi et pour apaiser ton circuit dopaminergique. Comment faire ? Alors bien sûr, toutes les thérapies et toutes les techniques qui font intervenir prioritairement ton corps sont les bienvenues. L'EFT, la libération des cuirasses, la sophrologie, l'hypnose, la kinésiologie, le somatic experiencing, les TCC, le massage, etc., etc., il y en a plein. Elles sont toutes les bienvenues. Et si tu as la chance de pouvoir t'offrir un suivi, fonce. Mais tu ne peux pas faire apparaître ton thérapeute à chaque fois que tu montes en pression pendant ton sevrage. Il ne va pas apparaître dans ta cuisine ou dans les allées du supermarché. Alors essaye la technique du dialogue tactile avec ton système nerveux. Le dialogue tactile avec ton système nerveux, c'est quoi ? Dès que tu sens que tu es sous pression, que la pulsion sans parole frappe à la fenêtre de ton attention, que ça t'oriente vers l'obsession et vers la compulsion, commence par changer de posture. Lève-toi, ou assieds-toi, ou allonge-toi, mets-toi à marcher,
Tu peux aussi changer d'espace en sortant à l'extérieur ou en rentrant à l'intérieur. Et en même temps, respire de façon complète, c'est-à-dire en prenant de vrais inspires et de vrais expires, en sentant l'air passer à l'intérieur de toi. Le bébé, tu sais, il se sent respirer. Il a une expérience sensorielle forte de son corps qui vit des trucs. Alors toi aussi, prête attention à tes sensations corporelles. Ensuite, masse ton système nerveux avec tes mains. Masse tes côtes, ton sternum, ta poitrine, le haut de ton thorax, tes clavicules, peut-être tes épaules. Essaye d'aller dans ton dos le plus loin possible. Essaye de bien faire le tour de tes côtes, jusqu'à ta colonne si tu peux. Et n'aie pas peur de bien appuyer, de presser. Tu peux masser ta nuque, l'arrière de ton crâne, ta gorge, mais aussi ton ventre, ton visage, ton front et ton crâne. Si tu ne peux pas faire une telle gestuelle là où tu te trouves, masse au moins ton sternum, ta gorge et le haut de ta poitrine. Ça, c'est à peu près discret. Tu peux aussi tapoter, appuyer. Le but du jeu, c'est de passer à ton système nerveux et à ton cerveau lointain le message que tout va bien, que la dopamine peut se calmer, que tu ne vas pas consommer aujourd'hui, mais que ça va aller. Et enfin, engage ton cerveau qui parle pour te dire « C'est bon, je suis en sevrage, c'est pas super agréable mais ça va passer. Bientôt tout ira bien, je suis dessus. Aujourd'hui, je ne consomme pas. » Cette technique, que j'appelle le dialogue tactile avec ton système nerveux, va t'orienter vers de nouveaux chemins d'apaisement. Le temps que ton cerveau crée les liens manquants entre ce qui est ancré profondément dans ta mémoire lointaine inconsciente et les grandes fonctions du cortex. Quand ces liens seront renforcés et de plus en plus actifs, tu n'auras plus besoin de cette technique de secours. Mais dans un premier temps, c'est un coup de pouce précieux. Une dernière technique pour recréer ces liens manquants, c'est la technique que j'appelle la réattribution émotionnelle. Voici ce que c'est. Il faut que tu te prépares au phénomène suivant. Ton organisme va aller de mieux en mieux de jour en jour. Mais au début, tu ne te sentiras pas forcément mieux. Ton corps, lui, quand je dis ton corps, j'inclus ton cerveau, se répare. Parce que c'est ça la mission de vie de ton corps. Il ne sait rien faire d'autre, il n'a que cette mission, et il fait de son mieux. Alors il va de mieux en mieux, et de jour en jour, il va toujours un peu mieux que la veille. Mais dans ton ressenti quotidien, il se peut que les premiers temps tu ne ressentes pas ce mieux. Tu risques alors de te sentir impuissant, irrité, frustré, déçu et angoissé. Et de te dire, mais enfin, ça fait X jours que je suis en sevrage et je ne vais pas mieux. Si je dois me sentir mal comme ça encore pendant X temps, mais je vais pas m'en sortir en fait. Accroche-toi. Tu vas mieux, mais tu ne te sens pas mieux. Pas encore. Tu traverses la période de panne. C'est la zone critique où les pulsions sont encore là, mais où ton cerveau n'a pas encore pris le relais pour t'apaiser et te proposer autre chose. Ça va venir. Tu vas te sentir mieux. Mais c'est le moment fragile où c'est mieux si tu te mets à l'abri des tentations, et c'est bien si tu t'entoures de quelqu'un qui peut jouer le rôle de ton cortex préfrontal, pour t'encourager, t'écouter, t'apaiser et t'aider à garder ton cap. Alors attention, là, je parle de cas de sevrage difficile. Ne t'imagine pas que tu vas forcément avoir un sevrage difficile. C'est peut-être pas forcément ton cas. Tout le monde n'aura pas forcément besoin de passer par là. Mais le sevrage au sucre, ça peut être un peu intense, justement parce que c'est enraciné dans des choses lointaines et difficiles d'accès. À ce moment, pour certains, c'est un véritable effort de mettre un pied devant l'autre pour continuer d'avancer. Ce que tu dois comprendre si ton sevrage est très difficile, c'est que toute l'angoisse, toute la colère que tu ressens au cœur de cette zone critique, angoisse, colère, tristesse, frustration, panique ou autre, ce sont des émotions qui ne sont pas liées au réel. Elles ne disent pas la vérité, elles ne décrivent pas la réalité autour de toi. Elles sont liées à tes dernières doses. Elles résultent de tes derniers temps de compulsion. Ce que tes émotions te racontent à cet instant, les doutes qu'elles font naître en toi à propos de ton avenir, de ta capacité à traverser tout ça, à t'en remettre, à jouir un jour de la vie. Tous les doutes et tous les désespoirs que tes émotions font naître à ce moment du sevrage ne sont reliés à rien de vrai dans le réel. Ce sont des symptômes de sevrage difficile. C'est pour ça que je parle de réattribution émotionnelle. Ce ne sont pas des émotions motivées par ta vie, mais par ton syndrome de manque. Ces émotions vont passer, et tu dois tisser des liens entre ces émotions qui te secouent et ton cerveau qui pense. Plutôt que de chercher à les fuir, ou à les repousser, ou à les combattre, parle-leur. Parle tout seul, parle-toi. Dis-toi que ces émotions sont des conséquences négatives, des dommages collatéraux de ton addiction, qu'elles vont disparaître. Elles vont s'évanouir en même temps que l'envie, en même temps que l'obsession, en même temps que le manque. Créer ces liens entre tes émotions de sevrage et ton cerveau qui choisit, en passant par la parole, c'est aussi une façon de créer des liens entre ton système nerveux et ton cortex. Au début, tu devras le faire souvent, aussi souvent que nécessaire. C'est comme ça. Pense à commenter quand tu commenceras à ressentir les résultats de ces deux techniques. Alors il y a encore d'autres astuces qui peuvent te venir en aide, surtout les premiers temps du sevrage. Et tu en as peut-être d'ailleurs certaines que je ne cite pas. Si c'est le cas, s'il te plaît, partage, parce que ça peut aider tout le monde.
Si tu en as la possibilité, n'hésite pas à te faire masser tout le corps dans ces premiers jours, par quelqu'un dont c'est le métier, par un proche. Tu peux même recevoir des massages tout habillé, ça marche. Tout ce qui relaxe naturellement ton corps est précieux. Nager, danser, chanter, prendre un bain, une douche, tout ce qui active ton système nerveux parasympathique est précieux. Et si jamais tu hésites car l'accès à ces soins te semble coûteux, je ne sais pas, tu peux peut-être décider pour ces 2 premiers mois de consacrer à ta guérison le budget que tu réservais pour la consommation, au moins temporairement. Puisqu'on en est là, continuons d'explorer ensemble ce qui peut t'aider ces premiers jours. Ne néglige pas les bonnes vieilles techniques que tu regardes peut-être d'un œil un peu hautain, comme sortir te balader dans la nature et regarder la vie autour de toi. Les arbres, les oiseaux, les rivières, les forêts, les vaches, le vent, l'océan, le ciel, les nuages, le sol, la terre, les insectes, les fleurs, tes pieds qui foulent le sol, l'air que tu respires. Ça détend, ça apaise, ça relance des connexions. C'est très aidant. Essaye de remettre de la temporalité là-dessus aussi. Le sevrage, si tu regardes bien, c'est la période la plus courte de ton addiction sur ta frise. Il y a avant X années de consommation, ensuite il y aura un temps encore plus long d'abstinence, et entre les deux, il y a cette courte période, intense mais temporaire. Alors c'est le moment de mettre toutes les chances de ton côté. Ça va pas durer très longtemps, mais pendant ces quelques jours et ces quelques semaines, veille à te nourrir naturellement et à bien t'hydrater. C'est hyper soutenant. Ne mange pas d'aliments transformés par l'agro-industrie. Et si tu n'as pas l'énergie de cuisiner, tu mangeras comme un lapin. Tu mangeras des tomates, des carottes crues, des olives, des avocats, des amandes. Et comme ton corps a beaucoup de travail pour éliminer tous ces poisons, aide-le en buvant beaucoup d'eau. Ça t'aidera à passer le cap des premiers jours difficiles. N'hésite pas à prendre rendez-vous chez un professionnel qui peut te soutenir. Médecin nutritionniste, pharmacien ou micronutritionniste, naturopathe, acupuncteur, kinésiologue, psychologue. Mon proche a même reçu l'aide d'une zoothérapeute. Et ça lui a fait beaucoup de bien pour lui qui aime profondément les animaux. Mets toutes tes chances de ton côté en prenant soin de toi. Tu n'es pas un paria qui doit s'enfermer et souffrir. C'est un vrai temps où la parole et le lien à toi-même vont t'aider. Pendant cette période, parle tout seul. Parle-toi à toi-même à voix haute. C'est très aidant aussi. Tu peux aussi t'amuser pendant quelque temps à des jeux d'inhibition. C'est amusant, ça distrait un peu de l'obsession et ça aide ton cerveau à s'empêcher de faire certaines choses. Ça muscle ce type de décision en toi. Ça t'aide à chercher d'autres façons de fonctionner. Je vais chercher des liens vers ce genre de jeu et je te les mets en description. Ne néglige pas non plus les activités sportives et les activités de plein air, ni les activités créatives et artistiques. Ce n'est pas pour rien qu'on a inventé l'art-thérapie. Si tu as l'énergie ou l'envie, danse, peins, écris. On s'en fout si tu n'es pas Monet ou Colette. Apprends ou reprends un instrument de musique. Dessine, lis, apprends des répliques de films ou de théâtre et joue-les. Fabrique des trucs, bricole, retape, décore. Change la disposition de ton appart. Range, jette, trie, jardine. Fais un peu de muscu ou d'étirement, fais du yoga, du tai chi, du qigong, du do-in, de la natation. Mobilise ton corps et emmène ton esprit voir ailleurs. Te mettre à quelque chose qui t'occupe va t'aider à penser à autre chose, donc à éteindre les vieux schémas, et ça va en renforcer de nouveaux plus bénéfiques. Mon proche s'était mis à l'étude du japonais. Mais si ton kiff, c'est fabriquer des leurres pour la pêche à la mouche ou faire de la photo, mais vas-y, même si tu ne fais ça que pendant 1 mois. Et surtout, partage, ça me ferait très plaisir. Et puis je t'encourage vivement à faire une chose très importante. Dès que tu iras un peu mieux, essaie de t'investir dans quelque chose qui implique du lien à quelqu'un d'autre. Une fraternité anonyme, un groupe de parole, une asso culturelle ou artistique, un club de sport, renoue avec quelqu'un de sain, tout lien est bénéfique, qu'il soit social, amical ou amoureux. Même un lien à un animal ou à un verger est bénéfique, parce qu'il engage des structures de ton cerveau qui te sortent de ton repli, qui t'obligent à penser à autre chose, notamment à autrui, et qui te font descendre de ta roue de hamster. Il existe d'ailleurs une expérience très intéressante avec des rats rendus addicts. Encore des rats, les pauvres petites bêtes. On leur doit beaucoup quand même. Les rats isolés tout seuls dans des cages individuelles, qui n'ont rien à faire de fun, ne font rien d'autre que consommer, et ils consomment jusqu'à l'overdose. Et les groupes de rats qu'on installe dans de grandes cages, ambiance parc d'attractions, d'ailleurs l'expérience s'appelle Rats Park, avec plein de jeux, plein de trucs nouveaux, plein d'interactions possibles, plein de partenaires et plein de trucs à faire, ne touchent plus à la drogue. Pourtant en accès libre. Être en lien, apprendre de nouveaux trucs, te balader, faire des trucs sympas, ça te décentre un peu. Ça participe à l'extinction des anciens schémas compulsifs et ça renforce de nouveaux schémas meilleurs pour toi. Être en lien t'amène à penser différemment et c'est super bénéfique. Voilà. Dans tous les cas, je te rappelle ce que je t'ai dit dans les épisodes 5, 7 et 9. Ton cerveau des addictions n'est pas ton ennemi.
tu peux le réorienter sans violence. Et toutes les solutions que tu trouveras, qui encourageront ton lien aux autres et ton lien à ton corps, avec toute la gentillesse et toute la présence dont tu te sens capable, seront des aides inestimables pour faciliter ton sevrage. Si tu as des questions, des doutes, si tu rencontres des difficultés, partage. Cette question de reprendre contact avec ton cerveau lointain, le dialogue tactile avec ton système nerveux, la pulsion sans parole, la réattribution émotionnelle, les frises chronologiques, c'est un peu inédit et expérimental, hein. Ce sont mes techniques à moi. Alors, c'est toi et moi qui sommes pionniers de ces outils. Ces techniques présentent sûrement des points à améliorer et tu peux m'aider à le faire en participant et en me faisant le retour de ce que tu trouves difficile. Nous sommes sur le point d'en terminer avec cette méthode. J'espère que tu entrevois la lumière qui luit devant toi. Et dans l'épisode 14, qui sera l'avant-dernier épisode, je vais te parler brièvement mais un peu plus en détail de mon propre parcours hors de mes addictions, avec l'objectif de te donner quelques repères. Et je vais faire le point sur la question des polyaddictions et des substituts. Alors je te donne rendez-vous à l'épisode 14 et j'espère bien t'y voir. D'ici là, pense à laisser des commentaires, à poser tes questions en écrivant à l'adresse qui figure en description ou en écrivant directement sous l'audio si ta plateforme d'écoute le permet. Pense à liker, à partager le lien du premier épisode, qui se trouve lui aussi sous l'audio. Parle-en autour de toi. Adresse-moi un petit coup de pouce en t'abonnant pour faciliter le référencement de mon podcast et pour soutenir mon travail. Et garde à l'esprit que la seule façon sûre de ne jamais devenir accro à quelque chose, c'est de ne pas commencer, et que la seule façon sûre de ne jamais replonger, c'est de ne pas recommencer. À bientôt. Bye bye.